La radio la moins écoutée de la Loire-Atlantique. Vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous les centraliens, à toutes les centraliennes, à tous les autres aussi. Bienvenue sur le premier live de Nuclérès consacré aux élections régionales. Nous avons invité les différentes listes candidates aux régionales dans la région Pays de la Loire à venir discuter avec des étudiants de Centrale Nantes. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Orphelin, tête de liste de Écologie Ensemble Solidaire et Citoyenne, regroupant entre autres Europe Écologie et Verts, La France Insoumise et Génération. Mathieu Orphelin, bonjour. Bonjour à vous et merci de l'invitation. Faisons un petit retour sur votre parcours. Vous êtes né en 1972 à Saint-Nazaire. Vous passez par l'école centrale Nantes avant de devenir docteur en énergétique de l'école des mines de Paris. Vous militez chez Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2012. Vous devenez notamment, pendant cette période, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire en 2010. Puis vous devenez porte-parole de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Vous rejoignez finalement LREM en 2017 et devenez député du Maine-et-Loire sous cette étiquette. Vous quittez finalement La République En Marche en 2019. Nous ne vous retrouverons pas dans la politique menée par le gouvernement. Vous vous présentez aujourd'hui en tant que tête de liste régionale dans les Pays de la Loire. Avant d'aborder cette élection et ses enjeux, une petite question sur votre parcours. Qu'est-ce que vous a appris votre passage à Centrale Nantes dans votre nouvelle fonction ? D'abord, beaucoup de choses ici. Moi, j'ai un souvenir génial des 3 années passées. J'espère que tous les élèves ingénieurs centraliens et centraliennes et les autres filières, master et autres, aujourd'hui prennent autant de plaisir que ce qu'on a appris à l'époque. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'était une autre époque, hein. Je ne suis pas un dinosaure, mais par exemple, je suis ingénieur de l'option environnement ici. Je salue Jean-François Ettet et tous les autres. Mais moi, par exemple, le changement climatique, je ne l'ai pas appris dans mon école d'ingénieur. Je l'ai découvert dans ma bibliothèse. C'était un sujet qui n'existe pas. Il y a 26 ans, j'ai fait le calcul, j'ai eu mon diplôme il y a 26 ans. Voilà. Ce que j'ai appris ici, j'ai appris des choses basiques, mais qui ne resservent pas beaucoup, sauf à montrer que la vie peut être complexe. Je ne sais pas si vous faites toujours des montages, remontages de moteurs, ça c'est des choses que vous ne faites plus. Voilà, j'ai appris aussi l'engagement, c'est ici, en face de moi, j'ai 3 représentants du BDE, mais c'est aussi ces moments-là où on commence à s'engager dans des associations, à faire ensemble. Voilà, donc beaucoup de choses, beaucoup de plaisir ici, et donc plaisir de revenir parmi vous aujourd'hui. Les élections régionales se dérouleront le 20 et le 27 juin prochain, en même temps que les départementales. Elles revêtent un enjeu national, car c'est la dernière élection avant l'élection présidentielle de 2022. Mais ici, on va principalement s'intéresser aux enjeux régionaux. Donc les compétences de la région sont les transports, l'éducation avec les lycées, la formation professionnelle, l'aménagement du territoire et de l'environnement, le développement économique, la gestion de certains programmes européens, et on peut rajouter aussi le soutien à certaines associations. Nous aborderons dans un premier temps la thématique de la jeunesse, puis celle de l'aménagement du territoire, et enfin nous irons sur le terrain social. Nous accueillons 3 premiers intervenants pour vous interroger. Tout d'abord, Julien Cazot, président du BDE de Centrale Nantes. Bonjour à tous. Danae de l'école, secrétaire à la transition écologique du BDE. Bonjour. Et Laure Gombert, membre du pôle Sensi du BDE et élue au CA de l'école d'architecture de Nantes. Bonjour. Je vous en prie, vous pouvez poser vos questions. Très bien, merci beaucoup. Alors pour commencer, en fait, on souhaite poser une question qui nous concerne tous, c'est-à-dire que peut faire la région pour les jeunes, et notamment les jeunes étudiants et étudiantes que nous sommes. Et pour répondre à cette question qui est très large, peut-être une première piste, c'est que les jeunes aujourd'hui sont durement touchés par la crise sanitaire et économique que nous traversons. Donc comment est-ce que vous comptez faire face à cette situation d'urgence, notamment sur les plans de la santé mentale et de la précarité? Pour citer quelques chiffres, il y a une récente étude de la FAGE, première organisation étudiante de France, 76% des jeunes et 83% des étudiants se déclarent affectés au niveau psychologique, affectif ou physique par la crise sanitaire. 2 étudiants sur 5 ont renoncé à des soins depuis mars 2020. 72% des jeunes déclarent rencontrer des difficultés financières. Il faut regarder ces chiffres en face. Et la réalité de cette crise qui a principalement touché les jeunes, et ce que vous avez vécu là, globalement, c'est quelque chose d'une dureté incroyable et que personne n'aurait pu imaginer il y a 2 ou 3 ans. Si on disait voilà ce qui va se passer avec cette crise. Et moi, je veux vraiment qu'on ne mésestime pas la réalité de ce que vous avez traversé. Vous avez redonné les chiffres.
Et en gros, on peut ajouter que dans la région, 1 jeune sur 3 va mal. À chaque fois que vous croisez 3 jeunes dans la rue, il y en a un qui va mal. Donc moi, je veux vraiment qu'on s'attaque à ça et qu'on redonne à la jeunesse et aux jeunesses des perspectives. Et ça fait une différence avec d'autres candidats que vous recevrez. Une fois que je croise François de Rugy ou la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, qui vient de Nantes. Elle me dit, mais Mathieu, t'exagères, la jeunesse ça va, c'est qu'un petit coup de mou, ce qui s'est passé avec le Covid. Non, ça a touché chacun au plus profond de sa vie, des rapports sociaux, la santé mentale, chacun en a pris un coup, etc. Donc, il faut des mesures fortes. D'abord, les besoins de base. Il y a 40% de personnes en plus dans l'aide alimentaire dans la région depuis la crise. Et dans tous ces bénéficiaires en plus de l'aide alimentaire, une personne sur 2 a moins de 30 ans. Qu'ils soient étudiants ou pas, parce qu'on parle souvent des étudiants, pensons aussi aux jeunes qui travaillent, jeunes précaires et jeunes travailleurs pauvres souvent, et qu'on a perdu leur petit emploi qui leur permettait de tout simplement de manger. Donc on a une mesure forte qui est le chèque bien manger pour tous les jeunes précaires de moins de 30 ans. 50 € par mois pour pouvoir compléter pour les besoins alimentaires. Là aussi, la droite, quand je propose ça, la droite rigole ici, en disant « Ah, c'est bien Mathieu Orphelin, les écologistes, ça a des chèques pour les uns et les autres. » Ouais, mais là, c'est des chèques pour bien manger. Parce que c'est inadmissible que dans notre région, on ait autant de jeunes qui fassent la queue dans l'aide alimentaire. C'est ça qui est important dans ces élections, c'est de voir ce que proposent les uns et les autres et de se déterminer en fonction de ça. Donc, manger, pouvoir manger, donc les besoins primaires. 2, la santé, vous l'avez dit, et moi j'aimerais bien que le pass santé, on le renforce, et on le renforce notamment sur la santé psychologique, vous l'avez dit, il y a aussi d'autres thèmes, la santé environnementale, la prévention, la santé sexuelle, mais aussi un accès plus facile aux psychologues et à ceux qui peuvent accompagner les jeunes à cause des difficultés de santé mentale liées à cette crise. Troisièmement, toutes et toutes au sport. Toutes et toutes au sport, c'est important. Et vous l'avez redit dans vos chiffres, il y a beaucoup de jeunes qui ont arrêté l'activité physique. Un jeune, on va dire de 15 à 25 ans, sur 5 dans la région qui a tout arrêté, la moitié qui fait 2 fois moins de sport qu'avant. Et donc pour la rentrée prochaine, on a une mesure très forte qui est née ici en Pays de la Loire avec notre liste. La licence sportive à 10 € pour tous les 15-25 ans l'année prochaine. Et ça, c'est une mesure très concrète qui va nous aider à ce que les jeunes, par le sport, que ce soit des sports collectifs ou individuels, on retrouve la joie d'être ensemble, de partager. Et c'est quand même une des activités qui permettent d'amener du bonheur dans nos vies. Et donc la licence sportive l'année prochaine à 10 €. Ça nous permettra de soutenir les jeunes, soutenir aussi l'emploi associatif dans les clubs, parce qu'il y a plein de dirigeants de clubs qui me disent « Mais attendez, moi j'ai perdu un tiers de mes jeunes l'année prochaine, ça veut dire qu'il va falloir que je licencie mon entraîneur. » Voilà. Donc, voilà une troisième mesure. Il y en a plein d'autres. Hein. À chaque fois, vous allez voir, je suis trop long, donc n'hésitez pas à me couper violemment ou pas violemment. Mais voilà, nous on a sorti dès février dernier, alors aucun autre candidat était en campagne, on a sorti notre plan Urgence Jeunesse, jeunesse avec un S, parce que dès février dernier, 40 mesures pour accompagner les jeunes. Là, j'en ai cité que 3, mais on en a pas mal d'autres. Voilà. C'est évidemment une priorité et on veut renouer le dialogue entre le conseil régional et les jeunes, qui a été complètement coupé par la majorité actuelle. Nous remettra en place une task force Urgence Jeunesse qui va nous permettre de redialoguer et de créer les nouvelles politiques ensemble. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'en tant que jeune de 20 ans, quand on voit les compétences de la région sur la jeunesse, on a du mal à pouvoir imaginer concrètement, pour un jeune ou une jeune de 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer si vous êtes élu? Alors d'abord, je viens de vous donner 3 exemples. Il y en a d'autres. La région est chef de file sur les politiques jeunesse. Nous, on va remettre en place pour tous les jeunes de la région, 15-30 ans, une carte jeune qui va permettre, qui est un peu le e-pass actuel, mais étendu. On va avoir là des moyens, pourquoi pas, d'avoir en plus des tarifs réduits pour pouvoir aller au théâtre, toute forme de culture, pour le sport. On va avoir aussi des moyens de s'engager. On aimerait bien que l'engagement des jeunes dans les associations, dans les nouvelles formes d'engagement soit mieux reconnu. Donc, une carte jeune. Il y a aussi tout ce qui va changer puisque la région a la compétence, bien sûr, des lycées, mais aussi de l'orientation.
Et on voudrait que sur l'orientation, la région fasse beaucoup plus, beaucoup mieux, parce que vous avez trouvé votre voie, en tout cas vous êtes bien parti pour. Il y a aussi plein de jeunes qu'il faut accompagner dans ce moment. Voilà, quand on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, on a besoin de commencer à choisir sa voie professionnelle. Eh bien là, il y a beaucoup à faire, notamment pour valoriser les métiers qu'on peut faire par l'apprentissage. On continue d'avoir parfois des a priori sur l'apprentissage, alors que c'est un formidable moyen là aussi de pouvoir s'engager dans la vie professionnelle. Moi ici, quand j'étais vice-président à la région à l'éducation et à l'apprentissage, on a ouvert aussi ici à l'école centrale les premières filières d'apprentis. Parce que l'apprentissage, c'est pour tous les niveaux, c'est pour les CAP, les bacs pro, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Donc faire beaucoup plus pour la formation, pour l'orientation, préparer les lycées de demain. On a ouvert un lycée à Nord-sur-Erdre, là c'est moi qui l'avais décidé en 2015, donc s'assurer que tous les jeunes de la région puissent étudier dans des bonnes conditions. Et puis aussi redonner une priorité à la prévention du décrochage scolaire. Parce que là, dans une région comme les Pays de la Loire, c'est 3 000 ou 4 000 jeunes par an qui sortent du système scolaire sans diplôme parce qu'ils ont perdu pied à un moment. C'est un processus, on ne décide pas de décrocher du jour au lendemain. C'est un processus long, mais là, je crois qu'il faut qu'on redonne du soutien aux équipes éducatives pour lutter et prévenir le décrochage scolaire. Agir pour le raccrochage scolaire, parce que chaque année, c'est 3 000 ou 4 000 jeunes de la région qui décrochent et qui du coup perdent espoir dans leur futur. Et ça, on veut corriger ça également. Très bien, mais du coup, pour pouvoir intéresser les jeunes aux élections régionales, puisqu'on rappelle quand même qu'il y a 72% d'abstention chez les 18-34 ans aux dernières municipales, 70 aux européennes. Comment on peut réussir à amener les jeunes à aller s'exprimer dans les urnes? Est-ce que, je vais vous titiller un peu, mais est-ce que vous pensez que l'utilisation des réseaux sociaux est la solution, à l'image un peu de ce qu'a fait Emmanuel Macron dans sa dernière vidéo avec McFly et Carlito? Oui, en tout cas, les réseaux sociaux sont évidemment un moyen. Il faut toucher les jeunes par tous les moyens possibles, parce que vous avez la clé de cette élection. Et moi, je n'ai pas spécialement à essayer de vous convaincre, mais juste de vous dire que c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider si la région, c'est le candidat du Rassemblement national. Vous avez vu son programme sur l'éducation. Bon, on va créer une école des élites et de l'apprentissage avec un bon français. Si c'est ça que vous voulez pour la région Pays de la Loire, ou si c'est plutôt l'écologie. Voilà. Donc, il faut sortir des schémas traditionnels où les hommes et les femmes politiques essaient de convaincre les gens. Non, c'est vous qui avez la clé. Et en particulier pour cette élection-là, ce sont les jeunes qui ont la clé. Autour de vous, de dire, voilà, est-ce qu'on veut un projet comme Tu Comportes qui embrase les sujets de l'écologie, du climat, de l'emploi sur les territoires, ou est-ce que vous préférez autre chose? Donc, une fois qu'on a dit ça, oui, nous on cherche tous les moyens possibles, donc on essaie d'être actifs sur les réseaux sociaux, on a fait du Among Us, on a fait des parties avec Eric Piolle et autres, et il y en a une d'ailleurs prévue cette semaine. On va faire ce soir, demain soir, la tournée des bars, parce qu'on a noté que sur les terrasses, évidemment, donc j'espère que vous nous paierez des coups si vous nous voyez passer. C'est plutôt nous qui allons vous payer des coups d'ailleurs. Mais voilà, oui, il faut sortir des schémas traditionnels. Mais vous êtes la génération qui a tout compris. Vous êtes une génération beaucoup plus engagée que moi, je l'étais à l'époque. On a une petite question du chat qui demande une précision sur votre prévention contre le décrochage. J'ai été le premier vice-président régional à proposer des choses là-dessus en 2012. Et à l'époque, j'avais lancé un appel à projet, ça a été inédit en France. On l'avait fait pour dire aux équipes pédagogiques, là encore, ce n'est pas à nous les politiques de dire aux équipes éducatives comment faire. Donc moi j'avais dit à toutes les équipes dans les lycées et dans les centres de formation d'apprentis, c'est pas possible. À l'époque, on était à 5000 décrocheurs par an. Vous imaginez ce que ça fait 5000 décrocheurs? C'est 5 lycées, rien que dans la région. Et donc ils avaient mis en œuvre un certain nombre d'opérations dans les établissements qui ont plutôt bien marché. Moi, je pense qu'il faut qu'on relance et que la majorité actuelle n'en a pas fait assez.
Il faut qu'on relance ça et vraiment centrer sur la prévention. C'est l'enjeu, bien sûr, une fois que le jeune a décroché, il y a les écoles de la deuxième chance, il y a tout un tas de structures qui existent. Mais moi, je suis vraiment sur la prévention. Et là, il y a des projets collectifs portés pour qu'on arrive à identifier les petits signes qui font qu'on voit que le jeune se retrouve plus, souvent pour des difficultés personnelles. Et donc, moi, je veux qu'on redonne la main aux équipes éducatives là-dessus. Il y a un autre sujet aussi, où la droite a coupé tout ce que j'avais fait. C'est la lutte pour l'égalité et contre toutes les formes de discrimination, notamment les discriminations LGBT, qui sont là encore un vrai enjeu. Ben là, on remettra des actions éducatives dans les établissements, parce que oui, c'est des thèmes d'égalité dont il faut qu'on reparle. Danae, je t'en prie. Oui, alors on va changer un petit peu de sujet. Vous parlez dans votre programme des cantines, notamment vous voulez augmenter la part de bio dans les repas. J'aimerais parler de la viande. Donc dans les recommandations nutritionnelles de 2017, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation explique qu'il ne faut pas dépasser, dans les viandes hors volaille, donc les viandes rouges, agneaux, etc., il ne faut pas dépasser les 500 grammes par semaine. Or, dans les cantines, on sait que la viande est en moyenne servie 4 repas sur 5, c'est pas toujours du poulet, et en plus, les enfants mangent le soir en rentrant à la maison. Donc, on se rend compte qu'on passe facilement au-dessus des 500 grammes par semaine. Et au-delà de ça, donc, d'après les chiffres de l'ADEME, pour laquelle vous avez travaillé d'ailleurs, pour un plat à dominante de bœuf, donc les émissions de CO2 équivalentes s'élèvent à 6,29 kg de CO2 par repas, alors que pour un repas avec du poulet, par exemple, on est à 1,35 kg de CO2 par repas. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Est-ce que vous avez déjà pensé à favoriser certaines viandes par rapport à d'autres, ou même à faire des repas sans viande, comme ça avait été proposé à Lyon? Oui, tout à fait. Et c'est marrant le parallèle avec Lyon. D'ailleurs, le maire de Lyon vient nous soutenir mardi prochain. C'est des questions qui sont instrumentalisées par la droite. On voit bien avec l'épisode un peu basique de ce qui s'est passé à Lyon, alors qu'on peut les traiter de façon très zen et non polémique. Et moi, je suis à la fois pour qu'on développe l'alternative végétarienne dans tous les repas de toutes les cantines scolaires de la région, notamment celles des lycées, qui sont la responsabilité directe de la région. Donc nous, on a un objectif très clair, c'est que chaque jour, il y ait une alternative végétarienne. Après, on peut rajouter à ça une journée végétarienne pour tout le monde chaque semaine, on a pris cet engagement-là, mais en tout cas, chaque jour, il y ait une alternative végétarienne. Ça, c'est des choses qu'on avait commencé à expérimenter de 2010 à 2015, où j'avais notamment formé, pour vous dire, tous les cuisiniers de la région avaient été formés à la cuisine végétarienne. Parce que simplement, voilà, c'est pas si simple. À l'époque, on ne l'avait pas appelé cuisine végétarienne, on l'avait appelé cuisine alternative. Ça permettait, là aussi, de sortir de la polémique. Donc oui, pour les bilans effets de serre que vous avez cités, mais aussi pour les bilans santé, vous n'en avez pas. L'alternative végétarienne, c'est intéressant. Mais dans le même temps, je ne suis pas un anti-viande. Je ne suis pas un anti-viande. Par contre, je trouve ça dingue que dans les cantines scolaires des lycées, aujourd'hui, il y a 50% de la viande qui viennent de l'autre bout de l'Europe. Alors qu'on a les meilleurs éleveurs de bovins, de volailles, sur notre territoire, en Pays de la Loire. Donc on prend à la fois l'engagement d'alternatives végétariennes tous les jours et de 100% viande locale. 100% viande locale, et là aussi c'est essentiel. Oui, pour rebondir sur ça, vous parlez d'alternatives végétariennes, et c'est très important que du coup des lycéens puissent manger s'ils ont adopté un régime particulier. Mais est-ce que le lycée, à un moment donné, c'est pas le moment aussi de faire une éducation, entre autres, à l'alimentation, sur des aspects nutritionnels, mais aussi écologiques, puisqu'on sait très bien que nous, notre génération, devra consommer complètement autrement que les générations précédentes? Il y a une question de génération. Moi, je suis de la génération où on pensait qu'il fallait manger de la viande et du poisson à tous les repas pour être en bonne santé. Maintenant, on a évolué. Beaucoup de jeunes de votre génération sont végétariens, l'assument, que ce soit pour des questions de bien-être animal ou pour des questions de climat ou autre. Moi, je veux traiter ces questions-là de la façon la plus inclusive possible. Évitons les polémiques. Donc, oui, bien sûr, pour répondre à votre question, les lieux de cantine scolaire, restauration scolaire, sont des lieux d'éducation à toutes ces questions-là. Bien sûr, sur le choix du menu, mais aussi sur la diversité de ce qu'on peut manger, des diversités de cuisiner, tout ça. Donc, oui, c'est très important, mais moi, ma logique sera toujours d'essayer d'en faire un sujet rassembleur et pas clivant.
rassembleur et pas clivant. Et vous verrez que ce sujet, il est souvent instrumentalisé par les responsables politiques. Moi, je serai toujours dans une démarche constructive. Donc, oui, une alternative végétarienne chaque jour. Oui, la viande 100% locale. Et oui, pour répondre très clairement à votre question, ce sont des lieux d'éducation au bien manger. Et aussi à réapprendre ce lien entre ce qu'on mange et là où ça a été produit. Et là aussi, il y a beaucoup à faire. Moi, je me rappelle d'opérations très, très intéressantes qu'on avait fait pour refaire du lien entre les jeunes et les. On a la plus belle agriculture de France, elle est chez nous. Il faut qu'on retisse ce lien. Très bien, merci. Pour finir en quelques mots, je vais vous demander d'être rapide sur cette question-là. On souhaiterait finir en parlant des associations, puisque comme vous l'avez dit, c'est quand même une composante majeure de Centrale. Vous en parlez dans votre programme. Pour vous, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'accès aux subventions et aux associations et est-ce que, surtout, le territoire régional est le bon pour agir à ce sujet? D'abord, l'engagement associatif, il est moteur dans notre société. Hein. Ça, il faut, quand on est jeune comme vous, mais aussi la plupart des associations, clubs sportifs, associations de tout genre aujourd'hui, tiennent grâce aux bénévoles. Hein. Et souvent, il y a un défi d'ailleurs de renouvellement des générations, pas si simple à gérer. Donc, il faut mieux valoriser l'engagement associatif. Moi, j'ai été porte-parole de Nicolas Hulot dans son ONG, la fondation Nicolas Hulot. On passait notre temps, trop de temps à faire des dossiers de demande de subvention, parce qu'il faut bien vivre. Donc, il faut bien que les assos puissent tourner, payer les salaires, etc. Première chose, nous, on fera des dossiers 100% simples. 100% simples. Et plutôt sur des durées de 3 ans, avec des objectifs sur 3 ans, plutôt que des dossiers qu'on doit faire chaque année. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, je crois qu'il faut mieux valoriser l'engagement dans les associations, y compris dans les cursus. On revient là aux questions d'orientation, de construction de ces premières années professionnelles. Il faut que vos engagements dans les associatifs soient le mieux valorisés possible. Et qu'on arrête, j'étais avec des associations de Nantes hier qui m'expliquaient comment il fallait qu'ils fassent des demandes de subventions à la fois au conseil régional, au conseil départemental, à la commune, au service déconcentré de l'État, etc. Il faut qu'on arrête tout ça, il faut qu'on simplifie quand c'est de l'argent. Donc travailler avec le département et les communes, si besoin. Bien sûr, il faudrait, si on pouvait avoir un dossier commun, par exemple, un dossier commun plutôt que des dossiers qui varient d'une collectivité à l'autre, enfin, tout ce qui simplifie, il faut que les associations elles soient le plus sur le terrain possible et passent le moins de temps à monter des dossiers et à faire des reportings d'action. On va passer au deuxième thème. Donc on accueille nos nouveaux intervenants étudiants. Avec un plateau un peu moins paritaire. Ça s'améliore. Là, je le dis pour les auditeurs, il y a 3 jeunes hommes qui s'installent face à moi. Alors, nous accueillons maintenant Ethan Taragano, président de Decathlon. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons Sébastien Maréco, membre de Decathlon. Bonjour à tous. Et nous accueillons Alexis Delage, rédacteur en chef de EC News, la rédaction de Centrale. J'espère que c'est un peu mieux que CNews. Bonjour. On est mieux quand même. Ça va. Moins productif, mais plus qualitatif. Sébastien, je te laisse commencer. Je vais laisser la main à Alexis. Ouais. Du coup, nous, on va s'attaquer à la partie plutôt territoire. Et on va s'attaquer à la partie territoire, pardon. Et la première question qu'on souhaitait vous poser, c'était notamment au niveau du développement des transports en commun, notamment des réseaux de bus et tout ça. Il y a encore des régions en Pays de la Loire, enfin pas des régions, mais des communes qui ne sont pas du tout desservies. Des communes qui ne sont pas du tout desservies par les transports en commun. Et donc la question c'était qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Parce qu'on a vu que vous vouliez étoffer l'offre au niveau des métropoles, mais qu'en est-il des régions plus rurales? Je pense notamment à Ancenis où il n'y a absolument rien en ce moment. Ouais, ça fait partie des grandes promesses non tenues par Christelle Morancet, qui avait dit dans sa campagne électorale « Je vais développer les transports en commun sur tous les territoires, transports propres en plus », et voilà, et qui a quasiment rien fait, en tout cas qui n'a pas du tout tenu cette promesse-là, alors qu'on est une région, en Pays de la Loire, où ces enjeux de mobilité, ils sont très importants, à la fois pour la jeunesse, mais aussi tout simplement pour aller travailler. Voilà. Et souvent, l'alternative, il n'y a pas d'alternative à la voiture. Quand je suis à Châteauneuf-sur-Sarthe,
Les gens me disent, vous êtes bien gentil avec vos affaires de transport en commun et de mobilité, mais moi je suis en horaire décalé, je commence à 5h du matin. Déjà, il n'y a pas de bus ou de car le reste du temps de la journée, mais je peux dire qu'à 5h, il n'y en a pas. Donc, il faut des alternatives. Donc, alternative, transport en commun. Plutôt que de fermer des gares, enlever des contrôleurs, fermer des lignes, eh bien, il y a un autre choix possible qui est de dire qu'est-ce qu'on fait pour réinvestir dans les transports en train. Et nous, on va investir plusieurs centaines de millions d'euros dans le train pour les prochaines années. Pourquoi pas réouvrir des lignes? Pourquoi pas augmenter les cadencements? Les bus, il faut qu'on développe l'offre sur le territoire. Parce que là, il y a beaucoup à faire, que chacun ait une solution de transport en commun pas trop loin de chez lui, et plutôt propre. Là aussi, quand la présidente de région actuelle, Christelle de Morancet, nous dit qu'elle est pour l'écologie, etc., qu'elle vient de découvrir il y a 2 mois, il y a 2700 bus qui fonctionnent. Je parle à des ingénieurs, futurs ingénieurs. 2700 bus dans la région qui sillonnent la région chaque jour. Il y en a 4 au carburant plus propre. 2 électriques et 2 biogaz. Sur 2700 bus. Alors elle va avoir du mal à me convaincre que l'écologie et les transports propres, c'était sa priorité. Et puis, le vélo. Moi, je suis d'une circonscription au nord d'Angers où il y a en gros 3 km entre toutes les petites communes de ma circonscription. Mais 3 km, c'est le genre de distance que vous pouvez faire à vélo. Et si vous prenez votre vélo sur les routes départementales des Hauts d'Anjou, de Tiercé, etc., il n'y a aucune infra-vélo. Je peux vous dire que c'est très dangereux. Donc, là aussi, la région, c'est la journée mondiale du vélo aujourd'hui. Nous, on va cofinancer des infrastructures pour le vélo parce que ça ne permet pas, bien sûr, tous les déplacements. Mais il y a beaucoup de déplacements qu'on pourrait faire beaucoup plus facilement en vélo. Et moi, ça me rend dingue quand, entre Tiercé et la commune d'à côté, par exemple, c'est le même club de foot, il y a 2,5 km, mais il n'y a pas une piste cyclable pour que les jeunes puissent aller à leur entraînement et revenir. Donc les parents transportent. Donc, oui, l'accès à la mobilité, c'est très important dans toute notre région, pas seulement dans les centres et les grandes villes. Je note au passage qu'il y a une chose qui n'a pas changé à l'école centrale, c'est le nombre de voitures sur le parking. Donc je ferai un petit contrôle à la fin pour voir qui vient le matin en vélo. C'est quand même impressionnant toujours le nombre de voitures sur notre parking. Après, elles sont souvent pas très utilisées, les voitures de centraliens. Il y en a beaucoup qui sommeillent pour ceux qui viennent de loin, effectivement. Non, mais ça, c'est aussi un autre problème. Je veux dire, il n'y a pas de transport en commun. Angers, moi j'ai un de mes fils qui est étudiant à Rennes. Angers-Rennes, il n'y a pas de transport en commun, sauf repasser en train par. C'est quand même dingue que, là aussi, chacun dans sa petite région, à pas vouloir travailler avec les autres, c'est débile. C'est débile. Qui est pas. Vous donniez l'exemple d'Anceny tout à l'heure également. Enfin, il faut qu'on développe ça, des bus à service rapide, à haute qualité de service. C'est ça aussi l'avenir. Ok, merci. Et je voulais rebondir justement au niveau des transports. Vous aviez dit que vous alliez investir. Non. Pardon. Vous aviez dit que vous alliez investir dans les trains notamment. Donc on est en école d'ingé effectivement. La SNCF a notamment un peu en grande pompe abordé l'idée du TER à hydrogène. Il y a 4 régions en France qui se sont portées comme étant des régions plutôt pionnières. Donc la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Quelle position adopteriez-vous si vous êtes élu notamment du fait que l'hydrogène en Pays de la Loire, vous avez dit que vous le développeriez. Et notamment parce que, par exemple, il y a la petite compagnie qui s'appelle Life, ou Leaf, je ne sais pas comment on dit, qui s'est créée qui cherche à faire une production industrielle d'hydrogène 100% vert en Loire-Atlantique. Alors moi, je pense que l'hydrogène, c'est une des solutions pour demain. Une des solutions, mais j'insiste sur le une des. Ce n'est pas la solution miracle. Par exemple, la présidente de région actuelle dit nous, l'hydrogène, c'est le futur, il n'y a que ça. Bon, non, il n'y a pas que ça. Il y a des enjeux technologiques qui sont forts. Pour moi, c'est un des outils de l'avenir énergétique de notre pays. Le principal outil pour cette nouvelle politique qu'on va mettre en œuvre, nous, c'est la sobriété. Donc, sobriété énergétique, efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie. Donc, dans cet ordre-là. Mais oui, vous pouvez reprendre mes interventions à l'Assemblée nationale sur l'hydrogène depuis le début du mandat. Je poussais, quand François de Rugy
au moment où il était ministre, disait non, mais il n'y a pas la peine, etc. L'hydrogène, on donne assez. Et puis tout d'un coup, le président de la République a dit non, finalement, on va mettre un paquet dessus. Et là, François de Rugy a changé d'avis. Tout de suite, il trouvait l'hydrogène génial tout d'un coup. Bon, bref. Donc oui, on peut le développer. C'est pas la solution miracle non plus pour les trains. Moi, je pense qu'il faut y aller. Mais l'hydrogène, est-ce que c'est vraiment pour le train que c'est le plus adapté? La question se pose. Il y a l'enjeu d'hydrogène pour l'aérien, mais qui est finalement l'usage de l'hydrogène le plus complexe. Donc voilà, pour moi, c'est une des solutions. Et oui, on le soutiendra, hydrogène à partir de chanvre, notamment hydrogène vert, le vrai hydrogène vert, et pas simplement l'hydrogène décarboné, donc fait avec du nucléaire. Donc oui, mais c'est pas la solution miracle à elle toute seule. On nous pose une question sur le trafic maritime. Est-ce que vous avez prévu des mesures dans votre programme pour réglementer le trafic maritime dans l'estuaire de la Loire et dans le grand port de Nantes-Saint-Nazaire? Il y a un trafic, alors moi j'aimerais bien d'ailleurs, vous avez peut-être vu tout ce que je portais sur le commerce international, parce que si on ne régule pas le commerce international, on va pas y arriver à relever tous nos grands défis climatiques, sanitaires, économiques, agricoles, etc. Donc il faut mieux réguler le commerce international, c'est la base. Tant qu'on signera, comme la France fait aujourd'hui, et l'Europe, des accords de commerce qui ne sont pas compatibles avec le respect des droits des citoyens et avec les accords de Paris, bah, tout ce qu'on fera avec nos petits bras à côté, ça ne sert à rien. Il y a un vrai sujet sur le transport maritime, et là en plus on a tout pour réussir chez nous, hein. On a la façade, on a la technologie, on a tout ça. Donc oui, il y a ce qui rentre dans l'estuaire, un estuaire qui est quand même à 70% dépendant du pétrole. Si vous faites la somme de toutes les industries de Saint-Nazaire jusqu'à Nantes, 70% est dépendant des énergies fossiles. Donc là, il y a une transition pour votre génération évidemment très importante à faire. Et là, c'est un des domaines, je pense, où l'innovation technologique peut apporter. Quand vous voyez ce que font les chantiers de l'Atlantique sur les paquebots à voile rigide, par exemple, c'est génial. Enfin, on a là on ne peut pas rester avec ce transit où les marchandises vont d'un bout à l'autre en cargo, en porte-conteneurs, d'un bout à l'autre de la planète, et avec des conséquences environnementales très très néfastes. Donc là, vous avez tout aussi à l'École centrale de Nantes pour apporter des solutions à tout ça. Ok, super. Donc du coup, je vais aussi un peu rebondir sur la question de l'énergie qui est effectivement très importante et à laquelle on est assez sensibilisé à l'école. À l'heure actuelle, la société dépend à plus de 80% d'énergie fossile et cependant ça pose plusieurs problèmes en termes d'enjeux climatiques et aussi qu'il y a une réflexion des ressources de pétrole, etc. C'est de plus en plus compliqué d'en extraire. Du coup, il y a deux axes dont vous parlez, qui est à la fois l'efficacité énergétique, qui est celle sur laquelle on insiste beaucoup, mais aussi la sobriété énergétique dont on parle moins. Probablement parce que nous vivons dans une société où, grâce à l'énergie fossile, on dispose d'une source d'énergie permanente et donc elle peut répondre à nos besoins continus d'énergie. Or, si l'on passe à des énergies renouvelables qui sont plus intermittentes, ça va supposer nécessairement un mode de vie plus sobre en énergie. Et donc, quels sont, selon vous, les leviers politiques pour favoriser cette sobriété énergétique? Alors, moi j'en ai porté beaucoup au niveau national, et notamment, je cite cet exemple-là, mais sur la régulation de la publicité. Parce que là, si la publicité, c'est l'action, si vous regardez, vous ouvrez le Larousse, la définition de la publicité, c'est exercer une action pour modifier la psychologie et l'acte d'achat du consommateur. Et ça, il y a beaucoup de gens, par exemple chez LREM, quand j'ai défendu ma loi, qui disent « mais non, mais attendez, c'est le libre arbitre, qu'est-ce que vous occupez ?» Non, la publicité, si les marques dépensent 4 milliards d'euros dans des véhicules, notamment pour vendre des véhicules, des gros SUV, etc., c'est normal que les gens les achètent. Donc, moi, il y a une question de régulation de la publicité qui est très importante, qui était une des mesures de la Convention citoyenne que Macron et LREM ont jeté à la poubelle. Donc, construire ensemble ce nouvel imaginaire, c'est un beau secteur, en plus, la publicité, le mettre au service de ce nouvel imaginaire collectif, ça, c'est très important.
faire que effectivement notre économie qui est basée sur la consommation permanente et un faible marché des ressources, ça change. Et aujourd'hui, ces révolutions-là, on les prend sur l'énergie, on les prend sur le climat, en pleine face, mais regardez aussi ce qui se passe aujourd'hui sur les matières premières. En un an, le coût des matières premières, le bois, par exemple, a augmenté de 30%. Si vous faites construire une maison en bois aujourd'hui, ça vous coûtera 30% de plus qu'hier. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut développer cette sobriété, cette consommation, bien sûr le recyclage, mais aussi la moindre utilisation au début des ressources. On est vraiment dans quelque chose. Regardez l'usine, il y en a peut-être d'entre vous qui bosseront dans le secteur automobile plus tard. L'usine du Mans, on a un site Renault formidable là-bas, on se croirait dans un musée, il y a une fonderie, ils font des pièces pour les Renault et tout un tas de marques. 2200 salariés, peut-être que vous bosserez là-bas plus tard. La semaine dernière, ils étaient à 21% de taux de charge. Ça dure depuis des mois. Pourquoi ils sont qu'à 20% de charge? À cause de la pénurie de semi-conducteurs, la pénurie de puces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes ces questions de sobriété dans l'usage des ressources, il faut les mettre au cœur. Dans notre programme, on a, nous, la création, en tout cas l'apport en capital. Moi, je veux que notre région, elle puisse dire aux industriels, vous êtes les bienvenus pour investir vos usines demain, pour répondre à ces enjeux-là. Par exemple, une usine de production de semi-conducteurs en Pays de la Loire, une usine de recyclage des batteries électriques en Pays de la Loire, une usine de production de vélos en Pays de la Loire, etc., etc. Donc oui, cette sobriété dans la consommation de ressources, et pas seulement l'énergie, on doit la mettre au cœur de notre système énergétique. On va peut-être faire une dernière question sur la thématique écologique. On peut très rapidement, enfin sans être forcément écologique, mais parler notamment de l'ouverture à la concurrence des TER. La région avait annoncé 30% du parc. Est-ce que vous comptez revenir sur cette décision? Comment vous comptez la prendre? Oui, je compte revenir sur cette décision parce que, je le dis aussi pour mon collègue Andy qui est dans la salle là, la mise en concurrence n'est absolument pas la solution. Donc évidemment, nous reviendrons sur cette décision de Christelle Morancet. D'ailleurs, tout le monde revient sur la concurrence, l'ouverture à la concurrence. Même les Anglais qui avaient montré la voie, entre guillemets, en Europe, sont en train de revenir sur cette décision. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe environnement qui a fait un super travail. Merci à vous. Nous allons enchaîner avec l'équipe sociale. Attends. Donc, l'équipe sociale est composée de Lorraine Moranval, présidente de Centrale. Lorraine, bonjour. Bonjour. De Clotilde Feujas, Bonjour. trésorière de TKL, et de Léonard Chanoni, membre du BDE et de Ingénieurs sans frontières. Bonjour. Très bien. Donc la dernière question de Sébastien fait bien la transition avec notre parti. Donc tout d'abord, vous présentez un plan d'investissement très ambitieux pour l'écologie d'1 milliard d'euros. Donc ça représente la moitié du budget des Pays de la Loire. Est-ce que vous pourriez nous détailler ces propositions et ainsi comment vous conciliez comment vous comptez les concilier avec d'autres domaines, notamment la création d'emplois et la protection des ménages? C'est fondamental, hein, et c'est un des reproches que je fais à la majorité sortante, c'est de ne pas avoir assez investi au cours des 5 dernières années. Ils sont arrivés en disant on va investir moins. C'est un choix politique, là encore. Les élections, elles sont là pour ça. Leur choix, c'était de moins investir. Du coup, ils ont moins préparé notre territoire. Et quand ils ont investi, c'est la même chose que fait De Rugy au niveau national et LREM. Ils mettent de l'argent, mais sans contrepartie. Nous, tout l'argent qu'on mettra, tous nos investissements, ils seront conditionnés à du respect d'aspects sociaux, dialogue social, maintien des emplois sur le territoire, égalité femmes-hommes, transition écologique. Pour que tout l'argent public qu'on va mettre chez nos industriels, dans nos PME, dans les investissements publics, il soit utile aussi et conditionné au respect de ces grands enjeux-là. Pourquoi 1 milliard? Parce que ça nous permet de changer de rythme, de faire 3 fois plus et de s'engager beaucoup plus rapidement dans cette belle transition écologique et solidaire. On ne peut pas rester dans la situation actuelle où on voit
les usines délocalisées. On a encore des exemples Michelin en Vendée. On est aussi bien Renault que Stellantis, ce groupe PSA, décide de délocaliser encore une partie de la production alors qu'on a les savoir-faire chez nous. Donc, je veux réindustrialiser notre territoire sur les industries de demain et sur les industries qui vont réussir cette transition écologique. Et puis, autre sujet, il faut qu'on maintienne l'emploi dans les PME, chez nos artisans. Et donc, c'est pour ça qu'on va mettre en œuvre une autre mesure de la Convention citoyenne pour le climat. On sera les premiers et les seuls à le faire. On va avancer 100% du coût des travaux pour les ménages qui sont en situation de rénovation de précarité énergétique. 200 000 ménages en Pays de la Loire qui sont en situation de précarité énergétique. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à se chauffer. Ben, ces ménages-là, qui ont généralement du mal à boucler le budget travaux, on va avancer l'argent. On récupérera au moment de la cession du bien, de la vente, voilà. Et ça va nous permettre de soutenir aussi l'emploi dans les artisans du BTP. Voilà, donc ce milliard, c'est un milliard qui sera utile et on le financera. Ok, on est de retour en direct. Si jamais il y a un problème, d'accord. Si jamais il y a un problème, redites-le nous dans les commentaires, n'hésitez pas. On reprend, Paul? On reprend, donc je peux poser ma question. Vas-y, Léonard. Donc on va revenir sur le milliard parce que concrètement, pensez-vous que ce Green Deal régional puisse réellement conjuguer les enjeux économiques et environnementaux? François de Rugy sur France Culture vous interrogeait en début de semaine. Donc je le cite, il y a une question à laquelle il faut répondre avant de vouloir dépenser 1 milliard, c'est comment on crée des richesses. Et il a cité des exemples, notamment avec Saint-Nazaire et les industries aéronautiques avec Airbus, etc. Donc ça représente quand même la moitié du budget de la région, c'est assez considérable. La moitié, nous, c'est 1 milliard sur 5 ans, donc ça fait 200 millions en plus par an. Mais effectivement, vous avez raison, c'est un effort important. Bon, François de Rugy, encore une fois, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il arrive là en Pays de la Loire, il se dit, oh là là, les verts, les décroissants, ça, non. Il faut être plus sérieux que ce qu'est François de Rugy aujourd'hui. Je vais prendre un exemple qu'il cite. Lui, il veut faire croire que les écologistes sont anti-avions. Évidemment non. Et on a 2 des plus beaux sites d'Airbus, ici, à Saint-Nazaire et à Nantes. 7000 personnes chez Airbus, plus tous les sous-traitants, donc 14 000 personnes qui bossent sur ces 2 sites. Bon, autour de ces sites. Comment on fait évoluer notre filière aéronautique? C'est ça la question. Et nous, on dit, la région est prête à investir avec Airbus dans une filière de déconstruction. On parlait tout à l'heure des ressources, déconstruction et gestion de la fin de vie des avions. Il y a des dizaines de milliers d'avions de ligne qui chaque année arrivent en bout de cycle de vie. Et aujourd'hui, on n'a pas la filière en France pour déconstruire et valoriser tout ça. On veut la produire. On veut installer ça à Saint-Nazaire ou à Nantes. Sur la filière automobile, c'est pareil. Nous voulons être une région où on puisse avoir la chance, dans quelques années, d'inaugurer une usine de recyclage des batteries électriques des voitures. Voilà, tout ça, c'est l'écologie, c'est l'emploi, c'est les solutions. Alors on laisse François de Rugy bien tranquille dans son petit monde où il essaie de nous caricaturer, mais la création de valeur, malheureusement pour lui, il n'a toujours pas compris que c'était la transition écologique. Moi, ça fait 25 ans que je bosse sur ces sujets-là, et quand c'est bien mené, la transition écologique, elle est porteuse de solidarité, d'emploi sur les territoires, et donc de cette post-croissance, nouvelle croissance, beaucoup plus favorable aux enjeux sociaux, aux enjeux environnementaux. En plus du secteur industriel, il y a quand même une question qui est celle de l'agriculture. Très récemment, le gouvernement a eu des arbitrages assez particuliers concernant l'agriculture bio, avec le refus d'utiliser la PAC pour financer les aides à la conversion. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, d'un point de vue régional, pour aider les agriculteurs? Parce que déjà, depuis 2017, Emmanuel Macron considérait que c'était entre les régions et l'État que l'aide devait se faire. Il y a eu la manifestation hier à Paris et en Vendée à La Roche-sur-Yon. Exactement. Bon, là, le gouvernement applique la politique décidée par en fait le syndicat majoritaire, la FNSEA, Christiane Lambert, qui est elle aussi de notre belle région, et sur ce point-là, j'ai des divergences fondamentales avec elle et avec les arbitrages qui ont été rendus par le gouvernement, qui effectivement mettent un coup d'arrêt à la bio. Et nous,
du coup, on continuera et on aidera plus les modes tels que l'agriculture biologique, des modes de production qui... Avec, c'est 1 milliard, du coup. Alors, avec de l'aide à l'investissement, vous avez raison, mais aussi en refondant complètement l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, en la simplifiant et en la liant à des nouvelles pratiques, dont l'agriculture biologique. Il y a beaucoup à faire. J'étais encore avant-hier dans une exploitation paysanne en Maine-et-Loire qui montrait comment effectivement l'agriculture biologique et d'autres modes de production plus responsables que la production traditionnelle étaient bons à la fois sur les aspects écologiques, mais aussi sur les aspects emploi. Parce que quand on va aider à développer le bio, les petites installations, les petites exploitations dans notre région, on va aussi promouvoir l'emploi. 3500 emplois en plus dans notre projet par le développement de l'agriculture biologique, des circuits courts, voilà, réinventer ce lien du territoire, réinventer notre agriculture. Pour continuer, j'ai une question sur votre programme. Donc, vous dites que vous souhaitez soutenir et accompagner les expérimentations qui visent à instaurer un revenu universel d'existence. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'échelle de ces expérimentations? Pour qui? Combien? La France est un des seuls pays européens où il n'y a pas un dispositif de soutien social, appelons-le revenu d'activité, ou on peut l'appeler comme on veut, mais en France, on n'a pas un dispositif qui permet d'accompagner les 18-25 ans. Et on l'a vu là avec la crise, qu'au contraire, c'est là où souvent on avait besoin d'être accompagné. Ce n'est pas les compétences sociales de la compétence directe du conseil régional, c'est de la compétence des conseils départementaux, mais nous serons là aux côtés des conseils départementaux. Je crois que, notamment en Loire-Atlantique, certains des candidats comme ailleurs ont envie d'expérimenter ça, et nous serons à leur côté pour les soutenir, non pas pour donner les aides directement, mais pour soutenir toute expérimentation sur ces sujets-là, parce que c'est le revenu d'existence, c'est le revenu universel, c'est ce qui va permettre aux jeunes de ne pas être à se demander, de ne pas être à l'aide alimentaire ou à se demander s'il faut qu'il enchaîne 3 ou 4 petits boulots pour pouvoir financer ses études. Parce qu'à chaque fois que vous allez être dans une difficulté financière pendant vos études, eh bien ça va être un frein à l'obtention, à la réussite de votre cursus, à l'obtention du diplôme, de l'insertion. Donc, il y a des départements qui s'engageront à le faire, nous serons à leur côté. Je crois qu'il faut, surtout après cette crise, tirer les leçons de ce qu'a vécu la jeunesse, les jeunesses, et les accompagner au mieux vers l'émancipation et la réussite de ces premières années dans la vie qui sont essentielles. Moi, je ne crois pas du tout, il n'y a pas un pays où on montre que quand ces revenus universels pour les 18-25 ans ont été mis en place, ça augmentait l'oisiveté des jeunes, comme peut le dire la droite. Et de la même manière que vous comptez soutenir les conseils départementaux, est-ce que vous seriez prêt à financer ou à soutenir des secteurs qui ne sont pas d'ordinaire dans les prérogatives de la région? On peut prendre l'exemple de Loïc Chéné-Girard qui a financé en mai 75 000 € avec d'autres pour SOS Méditerranée. Quelle est votre position vis-à-vis de ce genre de procédure et est-ce que vous seriez prêt à vous engager de cette manière vous aussi? Voilà, l'accueil, on reçoit aujourd'hui Damien Carême, qui est un des hommes politiques qui vient nous soutenir aujourd'hui et qui est un des hommes politiques qui en France a fait le plus sur l'accueil des sans-papiers, des gens qui sont obligés souvent de fuir des régimes. Là, j'étais devant la rue tout à l'heure. J'ai échangé avec un jeune Syrien qui est en études ici. Il faut voir la vie de ces gens-là. Donc oui, bien accueillir et mieux accueillir dans notre pays, ça c'est quelque chose d'essentiel. Ça peut passer par des actions qui débordent des compétences évidemment de la région. Vous citez ce qu'a fait notre collègue en Bretagne. Il y a l'accueil, la charte de l'accueil comme l'a signé récemment la ville de Nantes ici. Moi, mon directeur de campagne, c'est Antoine Laurent. Je vous invite à lire son livre qui est sorti il y a 15 jours. C'est le journal de bord. Journal de bord. En plus, il y a des questions sur l'union de la gauche qui arrivaient. Allez, il faut vraiment que je parte. On part direct, la voiture est juste là. Donc on va terminer là. On va conclure. Et du coup, on se retrouve
juste devant la résidence. On peut aller après d'ici là. Vous êtes en direct. Pardon. Excusez-moi. On était sur des détails techniques. Ok, donc merci pour votre réponse concernant vos engagements que vous pourriez faire pour l'accueil des migrants. Oui, et je repère une seconde, mais pour dire que de 2010 à 2015, j'avais porté un vœu pour que aucun jeune lycéen ou apprenti sans papier ne soit expulsé de la région. Et j'avais réussi à le faire voter par toute la majorité. Et pendant 5 ans, on n'a eu aucun lycéen et apprenti expulsé. À chaque fois, il y avait des comités de soutien, il y avait des gens qui s'engageaient. Et là aussi, le droit et l'accès à l'éducation est un droit qui doit être le même pour tous, qu'on ait ou pas des papiers. D'accord. Et dernière question. C'est sur... Oui. D'accord, ok. On a juste une petite question. Est-ce que vous connaissez Baron Noir ou pas? On va faire un petit peu de politique fiction. Tout à fait. Moi, j'adore cette série. C'est vrai. Et je peux vous dire que celle qui ressemble le plus à la réalité, c'est la 3e. Mais oui, mais saison. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et donc, il y a l'Union des gauches dans la 3e saison, avec la candidate Madame Dely dans les Hauts-de-France, et avec votre candidature. On s'imagine beaucoup de choses. Bon, une union des gauches pour la présidentielle, c'est compliqué, mais pourquoi pas pour les législatives? Donc, on peut imaginer ça. Il faut que ça marche aussi pour la présidentielle. Il faut que ça marche aussi, mais ça paraît plus compliqué pour le moment. Donc il y a une question qui est que, imaginons un scénario un petit peu noir, Marine Le Pen est élue aux législatives, au présidentiel en 2022, et on réussit à faire l'union, la gauche réussit à faire l'union pour les législatives, on pourrait se retrouver avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Comment vous réagissez à ça? En tout cas, ce qui serait vraiment noir dans votre scénario, c'est Marine Le Pen présidente. Mais moi, je ne veux pas qu'on se résigne à ça. On peut... 10 partis de gauche écologistes qui nous soutiennent, etc. Donc, on va gagner les Pays de la Loire. Comme ça, après, on va pouvoir dire aux copains, faites ce qu'on a fait ici. Et comme ça, on peut gagner le pays. Moi, je ne veux surtout pas, à 1 an de la présidentielle et des législatives, moi, je serai président de région pendant 6 ans, donc je ne vais pas me représenter à la législative, mais je ne veux vraiment pas que les gens, tout d'un coup, se disent, c'est fini, c'est Marine Le Pen. Non, moi, ça fait 25 ans que je me bats contre le Rassemblement national. C'est hors de question de lui laisser le moindre espace. Donc on peut prendre ça comme une main tendue à Guillaume Garot d'une certaine manière. Moi, depuis le début, de toute façon, Guillaume Garot le sait. Depuis le début, je pense qu'on aurait pu partir ensemble dès le premier tour. Ils ont souhaité, pour des questions internes au Parti Socialiste, qu'on ait 2 listes différentes. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est peut-être un bon calcul électoral. Mais en tout cas, le soir du premier tour, nous serons alliés. On va aller la gagner ensemble. Pour moi, le rassemblement, vous savez, je participe aux réunions de la gauche et des écolos, là, il y en a eu 2. Mon message, c'est le même aujourd'hui, c'est on fait l'équipe, on constitue l'équipe, savoir qui sera le ou la capitaine de l'équipe, on verra ça plus tard. Mais tous les gens sur les marchés, tous les week-ends, toute la semaine, ils me disent la même chose. Merci d'avoir fait ce grand rassemblement en Pays de la Loire, on espère la même chose pour 2022. Donc on va leur montrer la voie, mais encore une fois, c'est vous la jeunesse qui avez la clé pour ces élections-là. C'est votre vote, c'est la mobilisation que vous faites autour de vous, et c'est vous qui choisissez si en Pays de la Loire, demain, c'est Christelle Morancet, le Rassemblement national, ou c'est l'écologie aux manettes. Très bien. Merci de l'invitation. Très bien, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve peut-être quand les autres listes candidates auront accepté notre invitation. À la prochaine, au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Nuclérez. Au revoir. Et à bientôt sur Nuclérez.